Donc, notre webinaire s'organisera donc autour de 2 points. Nous verrons dans un premier temps les critères et les indicateurs de la certification Calliope liés au handicap et quels éléments de preuve pour y répondre. Et dans un second temps, nous vous parlerons de la complémentarité donc entre les obligations de cette certification Calliope et les actions qui peuvent être réalisées dans le cadre de la démarche de progrès donc qui est mise à votre disposition et que donc nous allons vous présenter. Et donc nous terminerons par un petit temps d'échange. Donc pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le cadre de notre partenariat donc Anaïs Ledaparent, Manoli Catoire et Sébastien Seguin. Je vais les laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Anaïs Ledaparent, je fais partie de la ressource handicap des Hauts-de-France et donc je serai là aujourd'hui pour vous amener du contenu sur la démarche progrès et les liens avec Calliope. Bien, merci Anaïs. Manoli. Bonjour à tous, je suis Manoli Catoire, je suis chargée d'études et de développement à la GFIP Hauts-de-France. Je travaille sur le site de Lille et je suis en charge de la coordination de la ressource handicap formation. Je pourrais être là ce matin avec vous pour éventuellement répondre à des questions si vous en avez. Merci Manoli. Et bonjour Sébastien. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sébastien Seguin, chargé de mission au C2RP, donc le Cariforef des Hauts-de-France. J'interviens plus spécifiquement sur la thématique de Calliope, mais également de la validation des acquis et de l'expérience. D'accord, merci Sébastien. Donc en introduction, justement, Sébastien, est-ce que tu peux nous rappeler donc en quoi consiste en quelques mots la certification Calliope? Oui, merci Isabelle. Eh bien, écoutez, en guise d'introduction, j'ai procédé à un bref rappel de ce qu'est Calliope. Cela nous permettra de disposer d'un socle partagé d'informations sur cette certification. Eh bien, la certification Calliope découle de la loi du 5 septembre 2018, la fameuse loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et depuis le 1er janvier 2022, la certification Calliope est devenue obligatoire pour les PAC, les prestataires d'action concourant au développement des compétences. Elle est obligatoire pour les PAC dispensant des actions de formation, de bilan de compétences, de VAE, éventuellement de formation par apprentissage. Alors, elle est obligatoire dès lors qu'ils font appel à des financements provenant de fonds publics ou de fonds mutualisés. Qu'entend-on par fonds publics ou fonds mutualisés? On parle des fonds publics ou de fonds mutualisés dès lors que l'organisme de formation perçoit des financements de par la région, l'État, les OPCO, la CDC, ou de la part de Pôle emploi, de Transition Pro, ou encore de la part de la GFIP. Dans ces conditions, vous vous devez de disposer de la certification Calliope. Donc, très bien, Sébastien. Et donc, quel organisme doit-on contacter pour entreprendre cette démarche de certification? Alors, pour disposer de la certification qualité Calliope, il faudra solliciter le concours d'un organisme habilité à délivrer la certification. Ces organismes sont répartis en 2 catégories. La première catégorie est celle des organismes certificateurs et la seconde catégorie relève des instances de labellisation. On va se pencher quelques instants sur le rôle de ces organismes. Eh bien, ce sont ces entités qui ont pour mission de vérifier que la structure délivrant une formation, un bilan de compétences ou autre, mette bien en œuvre des process permettant de répondre aux exigences du référentiel Calliope. Comme évoqué, ces organismes sont soit des organismes certificateurs, ils sont aujourd'hui au nombre de 37. Ces organismes ont tous été au préalable accrédités par le COFRAC. Parmi les organismes certificateurs, nous pouvons citer l'AFNOR, ICERT ou encore le Bureau Veritas, mais la liste est longue. On peut également obtenir la certification qualité Calliope via l'une des 8 instances de labellisation. Ces instances de labellisation sont-elles reconnues, désignées par France Compétences. Parmi ces instances de labellisation, on retrouve le label des ateliers de pédagogie personnalisée, les fameux APP, le label de la Fédération nationale des CIBC, le label du réseau des écoles de la seconde chance ou encore le label EduForm dispensé par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous retrouverez la liste détaillée de ces instances sur le site du ministère du Travail ou dans notre dossier spécial consacré à Calliope sur le site du C2RP.
D'accord. Et donc, Sébastien, est-ce que tu peux donc nous rappeler donc en quoi consiste globalement le processus de certification? Alors, pour obtenir et conserver la certification Calliope, 3 audits viennent rythmer ce processus. Il y a tout d'abord l'audit initial, au terme duquel la certification est délivrée pour 3 ans. Puis vient ensuite l'audit dit de surveillance, entre le 14e et le 22e mois suivant l'obtention de la certification. Et enfin, l'audit de renouvellement effectué durant la 3e année avant l'expiration de la certification. Durant ces audits, l'auditeur se chargera de conforter les pratiques de l'organisme de formation en se référant aux 7 critères du référentiel national qualité et à ses 32 indicateurs. Très bien. Et que se passe-t-il si le processus de l'organisme de formation ne correspond pas aux indicateurs donc, du référentiel qualité? Eh bien, dans cette situation, c'est là que surviennent ce que l'on appelle en fait les non-conformités. Et en effet, lors de l'audit, donc des non-conformités peuvent être constatées. On va parler de non-conformité lorsqu'un élément de preuve est indisponible, partiel et ne permet pas d'attester qu'une partie du processus de formation est en conformité avec le référentiel national qualité. C'est bien l'absence de cet élément qui entraîne la non-conformité. Alors, il existe 2 types de non-conformités, les non-conformités mineures et les non-conformités dites majeures. Je vous propose de passer en vue les non-conformités mineures. En cas de non-conformité mineure, l'organisme de formation doit établir et mettre en œuvre un plan d'action correctif dans les 6 mois. Ce plan d'action est adressé à l'organisme certificateur. L'organisme certificateur vérifie alors la concordance de ce plan d'action avec le référentiel. Il pourra ensuite soit lever la non-conformité, ou alors, si ce n'est pas le cas, requalifier la non-conformité mineure en non-conformité majeure si le plan d'action est insuffisant ou carrément absent. Isabelle, je te propose de passer à la non-conformité majeure. Tout à fait, oui. Merci. Voilà. Alors, une non-conformité, cette fois-ci, est qualifiée de majeure et elle entraîne, elle, la mise en œuvre d'actions correctives sous 3 mois. Si ce n'est pas le cas, la certification peut être suspendue. Et si passé le délai de 3 mois, la non-conformité n'est pas levée, la certification Calliope est alors retirée, ce qui entraîne la réalisation d'un nouvel audit initial de certification. Voici pour les non-conformités. D'accord. Merci Sébastien. Donc, on va peut-être passer vraiment à la certification Calliope en elle-même, hein, pour être beaucoup plus concret. Et donc au référentiel national qualité. Alors, le référentiel national qualité, donc je crois que c'est la diapositive suivante. Ouais, voilà. De quoi est-il composé? Super, merci Isabelle. Donc, l'organisme certificateur ou l'instance de labellisation qui va auditer la structure pour délivrer Calliope va observer que les pratiques de l'organisme de formation correspondent au fameux référentiel national qualité. Le référentiel national qualité est composé de 7 critères et de 32 indicateurs. Parmi ces 32 indicateurs, 22 indicateurs sont communs aux 4 types d'actions de formation et 10 indicateurs sont spécifiques selon le ou les types d'actions que vous proposez. J'ai rappelé les différents types d'actions. On veut parler des actions de formation, d'apprentissage, de bilan de compétences ou de VAE. J'ai donné quelques exemples. Les organismes d'action de formation dispensant des actions de formation doivent ainsi répondre à 28 indicateurs. Pour les organismes dispensant des formations en apprentissage, le nombre d'indicateurs est porté à 32. Il y a 22 indicateurs pour les bilans de compétences et enfin 24 indicateurs pour la VAE. Très bien. Donc, on va venir peut-être plus précisément maintenant aux indicateurs qui font directement donc, ou indirectement référence au handicap. Donc, je vous propose de passer en vue ces indicateurs. Vous les retrouverez dans le support de webinaire téléchargeable et mis à votre disposition. On va tout d'abord donc commencer par les indicateurs faisant explicitement référence au handicap. Il s'agit des indicateurs numéro 1, numéro 20, numéro 26. L'indicateur numéro 1 est le suivant. Le prestataire diffuse une information accessible au public
détaillée et vérifiable sur les prestations proposées, les prérequis, les objectifs, la durée, les modalités, les délais d'accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées, les modalités d'évaluation, l'accessibilité aux personnes handicapées. On pourrait un petit peu résumer cet indicateur en comment adapter son environnement et sa formation au type de handicap du public. Second indicateur mentionnant spécifiquement le handicap, l'indicateur numéro 20. Et cet indicateur numéro 20, lui, s'adresse spécifiquement aux actions de formation par apprentissage, donc il s'adresse plus au CFA. C'est même pas plus, hein, c'est à l'exclusivité des CFA. L'indicateur 20 est le suivant, c'est le prestataire dispose d'un personnel dédié à l'appui à la mobilité nationale et internationale, et également d'un référent handicap et d'un conseil de perfectionnement. Pour résumer cet indicateur, c'est comment le CFA met en place, s'organise-t-il pour accueillir des apprenants en situation de handicap. Et enfin, dernier indicateur mentionnant le handicap, l'indicateur numéro 26. Je vous le lis. Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner, former ou orienter les publics en situation de handicap. Cette fois-ci, c'est l'occasion de se saisir des missions et des ressources proposées par la GFIP ou encore de la ressource handicap et formation présente aujourd'hui. Voilà pour les critères faisant explicitement référence au handicap. Voilà. Donc, il y a également donc, des critères qui ne font pas, qui font référence au handicap, mais de façon indirecte. Voilà, tout à fait. Les présenter. Ils sont assez nombreux. On a d'une part l'indicateur numéro 2, donc le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation adaptés aux objectifs définis et au public bénéficiaire. L'indicateur 9, le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation. Donc cet indicateur, plus spécifiquement, doit permettre de repérer les difficultés propres à une personne handicapée. L'organisme doit être en mesure de proposer des solutions de compensation au handicap. On a également l'indicateur numéro 10 qui mentionne indirectement le handicap. Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi au public bénéficiaire. On a également l'indicateur numéro 17. Le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition de moyens humains et techniques adaptés à un environnement approprié, conditions, locaux, équipements, plateaux techniques. L'indicateur numéro 18, le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et ou externes d'un point de vue pédagogique, administratif, l'objectif logistique ou commercial. Concrètement, cela peut se traduire par comment, quelle action je mets en place pour sensibiliser mes collaborateurs ou mes prestataires au handicap. Il y a également l'indicateur numéro 19. Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Et enfin, dernière slide pour finir. Les indicateurs 21. Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes ou externes adaptés aux prestations. Dans cette logique, l'organisme peut se poser la question suivante. Quelles sont les compétences qui permettent aux équipes de prendre en compte des personnes en situation de handicap ou quelle adaptation je vais pouvoir mettre en œuvre? Par exemple, des actions de sensibilisation des équipes pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Avant-dernier critère, l'indicateur 23. Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements. Et enfin, l'indicateur 25. Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements. On peut la reformuler en quelle adaptation technologique et pédagogique peut-on mettre en place pour pouvoir prendre en compte les diverses situations de handicap qu'un OF peut rencontrer dans ses actions de formation. Très bien, merci Sébastien. On peut passer maintenant à ce qu'on appelle les éléments de preuve. Tu en as déjà indiqué certains. Mais donc, qu'est-ce que vraiment la définition d'un élément de preuve? Eh bien alors, on parle donc dans le cadre des audits Calliope des éléments de preuve et je vais apporter une précision. Je tiens à rappeler que les audits portent uniquement sur le process d'organisation de la structure et de son activité. Le contenu et les méthodes pédagogiques des formateurs ne sont pas audités. Par conséquent, l'auditeur porte un regard sur la formalisation des process et en cela,
les éléments de preuve doivent permettre à l'auditeur de valider les indicateurs du référentiel. Pour revenir aux éléments de preuve, de multiples documents peuvent être présentés. Je pense aux plaquettes de communication, les plaquettes d'information, le site internet de la structure, des documents de contractualisation, des tableaux de bord ou encore des systèmes de collecte des appréciations de la part des personnes qui ont été formées. Pour finir, la mise en place d'un classeur de procédures ou de documents de référence peut également faire partie des éléments de preuve présentés à l'occasion des audits. Très bien. Je vais maintenant me tourner vers Anaïs, parce que donc Anaïs, vous avez répertorié donc pour chaque indicateur du référentiel lié au handicap, donc un ensemble d'éléments de preuve qui peuvent être présentés. Donc, est-ce que vous pouvez nous les indiquer? Tout à fait. Alors, pour prendre la suite de ce qui vous a été présenté par Sébastien au niveau de chaque critère et indicateur et des premières réflexions, ce qui vous est amené là par slide au niveau des critères et indicateurs présentés, c'est une première réflexion déjà au niveau de l'indicateur. Pour rappel, sur l'indicateur numéro 1, donc on est sur le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées, c'est-à-dire avec des indications sur les prérequis, les objectifs, la durée, les modalités et délais d'accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées, mobilité d'évaluation, accessibilité aux personnes handicapées. Sur cet indicateur-là, donc, avant d'en arriver finalement à pouvoir établir des éléments de preuve, on peut se poser certaines questions pour pouvoir aboutir à ces éléments de preuve, notamment en termes de questions à se poser. On peut se demander si on a des engagements clairs en matière d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Ce qui pourrait éventuellement après amener un livrable qui ferait guise d'éléments de preuve avec une plaquette qui annonce clairement la manière dont on accueille et les engagements sur lesquels on va porter. On peut aussi mettre en avant, par exemple, un livret d'accueil qui viendrait donc étayer ces conditions d'accueil et qui donc fournirait les informations dont a besoin de disposer une personne qui aurait des besoins spécifiques. On peut aussi imaginer tout à fait la mise en avant de la signalétique interne comme externe qui vient faciliter les conditions d'accès sur votre lieu de formation, votre propre lieu de formation comme un lieu de formation externe. On pourrait aussi imaginer un détail clair des conditions d'accès sur votre lieu de formation, conditions d'accès que vous viendriez préciser 2 semaines, 1 semaine avant le temps de formation. Ce qu'il faut, c'est que c'est tout ce qui peut être amené pour faciliter l'entrée en formation soit clairement explicité pour votre auditeur et in fine pour les personnes qui vont participer à vos sessions de formation. Donc là, on était sur le critère 1 et l'indicateur 1. Si on passe sur le critère 2, le critère 2, donc pour rappel, sur le critère 2 et l'indicateur 4, l'indicateur 4, il vous propose à ce que le prestataire analyse les besoins du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Ici, donc, même réflexion. Avant d'en arriver à savoir à quoi il faut aboutir en termes d'éléments de preuve, on peut être amené à se poser certaines questions et à cheminer dessus. Notamment donc, autour des modalités, des documents, de tout ce qui peut exister et qui serait bon de rassembler. Est-ce qu'on a en amont de sa formation des livrables exploitables? Est-ce que c'est quelque chose que les formateurs cheminent au fur et à mesure de la formation et donc ne seraient peut-être pas en mesure de fournir en amont de la formation?
Donc, est-ce que ça ne demanderait pas aussi à réfléchir à la manière dont les choses sont organisées en amont de la formation pour que ça soit mis à disposition d'une personne qui aurait besoin de bénéficier de ces supports avant le temps de formation. Donc, systématiquement, avant d'en arriver au livrable, on se questionne sur qu'est-ce qui va me permettre d'avoir des éléments de preuve tangibles vis-à-vis de ce qui est posé. Et donc, on peut démontrer de la prise en compte du handicap et de ses besoins, notamment en pouvant présenter un process qui montre comment on va prendre en compte les besoins des personnes qui vont participer à vos temps de formation. Par quoi on passe, qui le fait, quelle trame est utilisée pour prendre en compte ces besoins, quelque chose qui fasse comprendre à l'auditeur et toujours aussi aux personnes qui vont mettre en place ces process que ce qui est fait pour une personne, ça sera les mêmes conditions pour une autre. Donc c'est un process qui est clair, qui est éprouvé et qui permet donc de recueillir les informations nécessaires. Éventuellement, on pourrait aussi montrer les outils qui sont utilisés pour appuyer ce process. Je parlais de trame. La trame pour venir questionner les besoins, c'est quelque chose qui peut être mis en avant. Est-ce que j'ai un tableur, un outil Excel ou un autre outil qui me permet de comptabiliser justement ces besoins qui ont été formulés? Toujours pareil, on a besoin de savoir qui le fait, comment il le fait et éventuellement dans quelle chronologie les choses sont faites. Sur la question des supports, voilà, on peut se demander si on est en capacité de proposer des supports sous différents formats. Est-ce que on est en capacité de pouvoir proposer un support papier, un support numérique, un support éventuellement audio? On n'est pas toujours dans l'obligation de taper sur toutes ces variations, mais est-ce qu'on est en capacité de le faire? Et est-ce qu'on est en capacité de le prouver? Voilà pour en tout cas ce que je pouvais vous dire comme exemple sur cet indicateur 4. Si on regarde l'indicateur, le critère 3 et l'indicateur 10, pour rappel, l'indicateur 10, qui avait été mentionné par Sébastien précédemment, l'indicateur 10 mentionne que le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi au public bénéficiaire. Est-ce que sur cet accompagnement et ce suivi, je suis au clair sur la manière dont je peux réaliser ce suivi? Et donc, de la même manière qu'on peut aller capter les besoins d'une personne pour pouvoir préparer au mieux les conditions d'entrée dans la formation, est-ce que j'ai un process établi pour aller questionner le bon déroulé de la formation? Ou est-ce que c'est fait à la louche? Et c'est justement ce qu'on cherche à éviter, c'est ce flou autour de l'accompagnement. Donc, est-ce que j'ai un process qui est là, qui est éprouvé, qui est rédigé, qui peut être questionné, mais en tout cas quelque chose qui est posé. Et pour m'aider dans cet accompagnement, dans ce que je peux donner à voir en termes d'éléments de preuve, si dans l'accompagnement, j'ai besoin d'être éventuellement entourée, est-ce que j'ai une liste qui va mentionner des structures, des personnes qui pourraient être sources? Dans cette liste, on peut être sur de l'interne comme de l'externe, mais ça montre bien qu'il y a un livrable qui vient m'aider dans cet accompagnement. Il est important aussi de montrer que cette liste, elle est actualisée. Autrement dit, c'est bien si on l'a fait il y a 4 ans, il faut peut-être se demander si les personnes qui sont sur cette liste sont toujours d'actualité. Et ça, votre auditeur va venir voir si cette liste a été justement actualisée. Est-ce que je suis en mesure donc, de présenter
un process d'identification des situations en lien avec ce qui a été vu sur l'indicateur 4 qui a été vu là juste avant. Est-ce que de la même manière que je peux avoir besoin d'une trame de questionnement pour venir comprendre la nature des besoins et des difficultés qui pourraient émaner, est-ce que j'ai une trame de questions pour réaliser un rendez-vous de suivi? Et est-ce que je peux est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé? Et donc, est-ce que c'est pas quelque chose que je pourrais mettre aussi en termes d'éléments de preuve? Voilà sur l'indicateur 10. Si on passe au critère 4, et là avec deux indicateurs qui peuvent être aussi questionnés dans le champ du handicap. Pour rappel, donc l'indicateur 19 mentionne que le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. L'indicateur 20 indique, lui, que le prestataire dispose d'un personnel dédié à l'appui donc des stagiaires, et donc notamment un référent handicap. Pour venir amener du contenu en termes d'éléments de preuve, en lien avec l'indicateur 20, est-ce que j'ai un référent handicap? En termes d'éléments de preuve, est-ce que mon référent handicap a une lettre de mission, une fiche de mission, un cadre précis qui montre le champ d'intervention de ce référent handicap, qui peut varier d'une structure à l'autre à certains points de vue, mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui est annoncé clairement? Est-ce que ce référent handicap est annoncé clairement dans l'organisation de ma structure? Est-ce qu'il y a un organigramme éventuellement qui peut venir montrer la place que va prendre ce référent handicap par rapport au reste de la structure, et montrer les liens opérationnels et fonctionnels qu'il peut y avoir entre ce référent handicap, mon service administratif, mes formateurs, etc. En lien avec l'indicateur 19, est-ce qu'on est en mesure de montrer la manière dont mes stagiaires peuvent avoir accès au contenu pédagogique? Est-ce qu'il y a un support interactif qui peut être utilisé par les stagiaires? En lien après avec la mission de mon référent handicap, est-ce que mon référent handicap a un process de capitalisation des aménagements? Voilà, il a sa mission, il doit donner à voir de la manière dont il va capitaliser, ou en tout cas évoluer au fur et à mesure des situations qu'il pourrait rencontrer. On pourrait aussi mettre en termes d'éléments de preuve des comptes rendus de réunion, de présentation de la mission. Je parlais d'organigramme pour montrer les liens opérationnels. On pourrait aussi imaginer d'avoir réalisé une réunion de présentation sur le rôle du référent handicap au niveau de la structure, en expliquant la place qu'il a, son rôle et le lien avec les autres. Et en ayant pour preuve, voilà le compte-rendu de cette réunion, l'objectif de la réunion et ce à quoi ça a servi. Et donc, ça montrera bien qu'on a montré à tout le monde le rôle qu'il avait. On pourrait aussi, pour montrer que ce référent handicap est en mesure de se professionnaliser sur sa mission, d'avoir des attestations de participation à des temps de formation, voilà, pour montrer que certes il a été nommé, mais il continue aussi de se former en dehors des accompagnements qu'il pourrait réaliser. Sur le critère 5 et notre indicateur 21,
L'indicateur 21, donc ici, le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants, internes comme externes, pour que ce soit adapté aux prestations. Sur cet indicateur 21, on peut mettre en avant, par exemple, les actions de sensibilisation que l'on aura pu proposer au reste des intervenants, comme au personnel administratif aussi, hein, qui ont un rôle important dans l'entrée en formation. Voilà. Montrer que on a proposé des temps de sensibilisation au reste de l'équipe pour pouvoir être sensibilisé à la question du handicap. On pourrait aussi avoir organisé des temps d'échange pour discuter autour de situations. L'émargement de ce temps d'échange et éventuellement le compte rendu montrera qu'il y a bien eu ces temps d'échange et donc ça nous fera l'élément de preuve aussi pour montrer qu'on a, voilà, on a travaillé sur les situations qui ont été vécues par les collègues. Sur le critère 6, et là, voilà, on a plusieurs indicateurs qui peuvent aussi traiter de la question du handicap, notamment au travers des indicateurs 23, 25 et 26. L'indicateur 23 et l'indicateur 25 font état de la veille. L'indicateur 23, il va être plutôt sur la veille légale et réglementaire. L'indicateur 25, il va plutôt être là sur les innovations pédagogiques et technologiques. L'indicateur 26, lui, il va montrer que le prestataire mobilise les expertises, les outils et les réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner, former ou orienter les personnes en situation de handicap. Sur ce critère-là, on peut montrer l'historique de la veille, éventuellement le process qui nous amène du contenu de veille. Est-ce que l'on passe par des sites qui nous amènent ce contenu? Est-ce que dans certaines structures, on sait qu'on a des responsables de qualité qui font ça extrêmement bien et qui vont vous prémâcher le travail de la veille pour que vous l'ayez? Comment c'est organisé? Qui le fait? Et qu'est-ce qu'il en ressort? Et comment cette veille est analysée aussi pour montrer que ce n'est pas juste dans un dossier, mais que c'est bien quelque chose qui est là. Le fait de montrer qu'on a pu participer aussi à des conférences thématiques, des salons, des colloques, des groupes d'analyse de pratique, ça montrera qu'on a, on a pu avoir l'occasion de prendre connaissance de choses qui se font et de nouveautés qui vont venir alimenter cette veille. Avoir une liste aussi d'experts qui peuvent venir compléter cette veille et que cette liste soit actualisée peut également être un élément de preuve à mettre en avant. Et sur le dernier critère, où là, on ne mentionne pas nécessairement d'indicateur précisément, c'est plus une vue dans la globalité. En termes d'éléments de preuve, ici, on pourrait montrer qu'on a pu faire un suivi spécialisé pour nos stagiaires en situation de handicap. Et voilà, voir est-ce que dans ce suivi, on a un questionnaire spécifique pour des personnes qui sont en situation de handicap. Est-ce qu'on l'indique, on le laisse dans une globalité, la personne peut mentionner ou pas qu'elle est en situation de handicap, peu importe, mais ce qui peut être intéressant à montrer, c'est qu'on a un questionnaire éventuellement qu'on pourrait envoyer à l'issue d'actions de formation pour venir questionner ce post-formation. Voilà comment on pouvait éventuellement donc dégrossir la question des éléments de preuve.
Un grand merci Anaïs pour la reprise de tous ces éléments de preuve justement sur l'ensemble de ces critères. Je vous propose maintenant de nous parler plus en détail de la démarche de progrès telle que vous la proposez. Alors, la démarche progrès. La démarche progrès, c'est une démarche qui vise à appuyer les organismes de formation et les CFA. Et dans cette démarche, et spécifiquement dans les Hauts-de-France, notre souhait, c'est vraiment d'accompagner étape par étape et de se donner des objectifs réalistes et réalisables en matière de progression sur sa politique d'accessibilité. L'appui qu'on va donner, donc, il peut être à plusieurs niveaux, à la fois pour aider une direction à réfléchir à ce qu'on pourrait faire en matière de politique d'accessibilité, voir comment l'organiser et comment on va pouvoir supporter son référent handicap pour mettre en œuvre cette politique d'accessibilité avec le reste des équipes. Et donc pour ça, on commence la démarche en s'engageant via une charte d'engagement qui a pour but de poser un cadre sur la durée de l'engagement, et on est sur des durées de 12 mois. Et pendant ces 12 mois, on va initier donc un autodiagnostic, que l'on va voir juste après, un autodiagnostic qui va pouvoir questionner à différents niveaux et sur des périmètres différents cette question de l'accessibilité. On s'entend en finalité sur qu'est-ce qui a pu être mis en lumière avec cet autodiagnostic, et donc ça vous permet, vous en tant qu'OF et CFA, de savoir où vous en êtes, ni plus ni moins, parce que cet autodiagnostic, il est pour vous et il est là vraiment pour vous aider à construire une politique sur de bonnes bases. Et donc une fois qu'on sait où on en est, on peut du coup se poser la question de là où on a envie d'aller. Et là où on a envie d'aller, ça va être justement ces axes de progression que vous allez pouvoir identifier et pour lesquels on va pouvoir, sur lesquels on peut vous aider, poser un plan d'action qui sera coulé sur toute l'année et qu'on viendra après réévaluer à l'issue des 12 mois. On propose aussi de faire un bilan à mi-parcours, pas uniquement pour vous voir au début et à la fin, mais pour vous appuyer vraiment en cours de chemin. Sur l'autodiagnostic, cet autodiagnostic, donc, il a deux grandes parties. Il a une première partie qui va se focaliser sur qu'est-ce que ma politique d'accessibilité, au-delà du fait de savoir si on en a une, c'est qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans, qu'est-ce qui fait son socle à cette politique d'accessibilité. Et donc, ça reprendra la partie A, organiser une accessibilité pour tous. Et on a une partie B. Dans cette partie B, on sera beaucoup plus concret sur qu'est-ce qui va être proposé, mis en place pour mon stagiaire en situation de handicap. Et donc, ça va vous faire graviter autour d'un certain nombre d'items qui vont eux-mêmes pouvoir être détaillés au travers d'un certain nombre de questions. Et au total, donc, on a 21 questions qui vont vous être proposées et qui vont venir donc découper cette politique d'accessibilité avec, je le rappelle, une partie A sur quel est le socle de ma politique d'accessibilité, partie B, comment je mets en œuvre cette politique d'accessibilité pour mes stagiaires. Sans forcément vous faire le listing de toutes les questions, je peux éventuellement juste vous en montrer quelques-unes au niveau de la partie A et de la partie B. Comme je vous l'ai dit, donc, au niveau de chaque partie, on a plusieurs items. Des items qui vont aller parfois donc, du plus large de l'entonnoir au plus resserré. On commence
toujours cet autodiagnostic avec un questionnement autour de est-ce que j'ai une politique d'accessibilité, une politique d'établissement en matière de handicap. On peut aussi se poser la question, est-ce que j'ai la nécessité d'avoir clairement des tables écrites avec cette politique d'accessibilité, mais ça peut être au moins bien de se poser la question. Et donc, on va progressivement venir découper, est-ce que j'ai une politique d'accessibilité? Dans cette politique d'accessibilité, est-ce que j'ai un référent handicap? Pour vous faire le lien rapide avec ce qui a été vu précédemment avec les obligations Calliope. Est-ce que ce référent handicap, il y a une logique autour de lui entre sa mission et la mission de la structure? Est-ce que ce référent handicap a un réseau sur lequel il peut se baser pour exercer sa mission, qu'il soit interne ou externe? Si je vais un petit peu plus loin sur la partie A, est-ce que, et on venait de mentionner les questions de veille, est-ce que ce référent handicap et les collègues qui l'accompagnent ont une base réglementaire sur laquelle ils sont alimentés pour être au fait des obligations en matière d'accompagnement de personnes en situation de handicap? La question du bâti, elle est souvent très questionnante pour les structures, mais au final, par rapport à l'autodiagnostic, elle est minime. Non pas qu'elle n'est pas intéressante, mais elle n'a pas forcément plus de poids que d'autres questions sur la question de l'accessibilité, mais elle est quand même présente. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'au niveau de mon bâti, je suis en mesure de pouvoir proposer des conditions d'accès sécurisantes et optimales? Et si les choses ne se font pas chez moi, est-ce que je suis en mesure de pouvoir attester de ces bonnes conditions? On a aussi tout un pan autour de la communication. Est-ce que j'ai une communication auprès de mes partenaires sur la manière dont je mets en œuvre ma politique handicap? Et ça peut tout à fait être intéressant si on a des formations qui sont prescrites. Si on sait que si vos prescripteurs savent que vous êtes en mesure d'accueillir dans de bonnes conditions des personnes en situation de handicap, on pourrait dire qu'on pourrait plus facilement aussi avoir de prescriptions à ce niveau-là. Sur la partie B, donc la partie B, comme je vous le disais, hein, elle est beaucoup plus centrée sur la manière dont j'accompagne concrètement mes stagiaires en situation de handicap, chose qui va démarrer donc de l'identification de la situation. Et donc, est-ce que sur l'identification des situations, est-ce que j'ai un process qui me permet de repérer ces situations? Et ça fait vraiment lien avec ce qui a pu être vu au niveau des obligations Calliope. Sur ce process, est-ce que je suis entourée de partenaires pour m'aider à analyser les données que je peux récupérer, ou est-ce que je fais ça seule parce que je suis en mesure de le faire seule? Est-ce que j'ai aussi des temps de rencontre afin de définir les propositions de compensation qui pourraient être mises en place? Ou est-ce que pareil, je fais ça de concerté, mais en interne? Il n'y a pas forcément toujours de meilleure solution. C'est aussi la solution qui est la plus optimale en fonction de la structure dans laquelle vous êtes. Est-ce qu'à un moment donné, je viens réinterroger les adaptations que j'ai pu mettre en place? Est-ce que je viens interroger mon stagiaire sur les adaptations qui ont été mises en place? Est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement posé au début mais qui n'est pas réinterrogé? Et là, on pourrait se dire que si je mets en place derrière un questionnaire de satisfaction sur les moyens de compensation qui ont pu être proposés, si ce n'était pas adapté, qu'on n'est pas venu le modifier par après, certainement qu'il y aura des retours pas forcément favorables au niveau des questionnaires de satisfaction. Mais donc, voilà, les indicateurs qu'on pourrait récupérer en bout de chaîne,
on peut venir les améliorer justement en venant renforcer l'accompagnement qui est proposé en cours de parcours. Et donc ça, c'est tout un questionnement que l'on propose, que l'on peut proposer aux OF lorsque ils réalisent cet autodiagnostic. Et là, pareil, je vous l'ai fait d'un bloc, mais le questionnement sur l'accompagnement, il va de l'identification des situations de handicap à la sortie du stagiaire en situation de handicap de vos formations. Et les items voilà, viennent couvrir tout ce champ. Très bien, merci Anaïs. Ce que l'on peut faire donc maintenant, c'est donc au-delà, on voit qu'au-delà de cette démarche, c'est tout un plan de progrès qui peut être mis en œuvre. Et donc Anaïs, est-ce que tu peux nous présenter ces différentes composantes? Oui. Donc lorsque l'on a construit le webinaire, s'est posé justement la question de cette complémentarité entre les deux démarches. Et on a essayé donc de transposer le contenu de l'autodiagnostic avec le contenu de ce qui compose Calliope. Oui, c'est ça. Et donc, il y a des complémentarités entre le plan de progrès et la certification Calliope. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je baigne constamment sur la question du handicap, mais lorsque moi j'ai regardé le contenu de Calliope, pour moi, le handicap, on le voyait à tous les critères. Je ne dis pas qu'il est forcément sur tous les indicateurs, mais pour moi, il se glisse vraiment sur l'ensemble des critères. Et donc, ça a amené à se dire si le handicap peut se glisser de ce fait partout sur l'ensemble de ces critères, est-ce que j'ai quelque chose qui permette d'y répondre sur ma démarche de progrès au travers de l'autodiagnostic. Ce qui a amené à la réalisation de ce mind map, et on va se focaliser sur un critère pour montrer justement cette complémentarité. La complémentarité, donc je me suis focalisée là sur le critère 4. On voit que sur l'autodiagnostic de la démarche progrès, on a dans la partie A plusieurs questions qui viennent justement étayer ce critère 4 et qui peuvent vous amener des éléments de preuve à mettre en avant. Et donc, notamment, on a la question 3, la question 4, la question 8, la question 10 et la question 11 qui m'ont semblé pertinentes au regard du critère 4. Sur ces questions, on vient questionner sur, voilà, avez-vous mis en place une organisation opérationnelle prenant appui sur votre référent handicap? Qu'est-ce qu'on donne à voir sur cette organisation opérationnelle? Est-ce qu'on collabore avec un réseau d'acteurs internes-externes? On parlait de liste dans les éléments de preuve lorsque je vous l'ai détaillé précédemment. Cette liste, elle peut être mise en avant ici. Liste actualisée, je me répète. Est-ce qu'on est en mesure d'attester du respect des règles de sécurité et d'accessibilité pour l'ensemble des locaux? Donc pareil, on est là sur la question du bâti, mais ça vient enrichir ce critère 4. Est-ce qu'on a recensé éventuellement du matériel disponible pour réduire les situations de handicap? Quel outil j'utilise pour recenser ce matériel disponible? C'est quoi mon process pour recenser ce...
Ah, moi, de mon côté, j'ai un décrochage du son. Je ne sais pas si de ton côté aussi, Sébastien. Oui, également. Je pense que Anaïs a une petite coupure de connexion. On va l'inviter à rafraîchir sa page et peut-être à se reconnecter. Voilà, je vois qu'Anaïs s'est déconnectée. Elle devrait nous retrouver un petit peu. Pardon, j'ai eu une déconnexion. Bienvenue Anaïs. Donc, je vous disais, sur ce critère 4, on met en avant le process qu'on utilise pour recenser son matériel, l'outil qu'on peut utiliser pour le faire, et la personne qui peut être amenée à le faire. Dernière chose pour ce critère 4, est-ce que j'ai quelque chose qui montre que j'ai organisé l'accessibilité aux tests d'entrée, de positionnement, d'évaluation, voire d'examen. Et donc, faire le lien entre les besoins qui ont été recensés et ce qui doit être utile pour que la personne puisse participer à cette session de formation dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, sur chaque critère, on met en avant des parties de l'autodiagnostic qui peuvent vous aider à alimenter vos éléments de preuve. Et de manière à retrouver l'ensemble de ce mapping, en fait. Tout à fait. Très bien. Là, c'est vrai je pense qu'il y aura un lien vers la carte mapping, Sébastien, lors de l'envoi des documents. Donc, merci. Et puis, donc, au-delà donc, c'est toute une stratégie donc, qui est à mettre en place finalement. C'est toute une stratégie et cette stratégie, pour éviter qu'on perde pied dans des réflexions stratégiques, il est intéressant pour vos équipes est-ce qu'on y met du sens. On observe parfois dans les structures qu'on accompagne que finalement toute cette démarche Calliope et la démarche autour de l'accessibilité au travers de la démarche progrès, elle est induite aussi dans des réflexions plus larges. Et parfois, donc, on nous mentionne par exemple des labels qualité tels que Eduform, RSO. On pourrait aller plus loin avec par exemple le label Lucie, les labels diversité qui sont plus englobants, mais qui peuvent aussi faire du lien entre différentes préoccupations sociétales dans laquelle on peut retrouver le handicap. L'idée, c'est pas forcément de faire un détail de ce qui existe en termes de labels, mais c'est bien de montrer que si on s'intéresse au champ du handicap, ça peut tout à fait faire écho à d'autres choses en matière de diversité. Et donc, ça peut être induit dans quelque chose de plus large. Ce qui va être aussi intéressant pour les personnes qui vont devoir porter ces politiques handicap, c'est que ce qui est fait pour l'externe soit aussi quelque chose appliqué à l'interne. Sinon, on risque d'avoir justement cette fameuse perte de sens entre ce que l'on doit faire et les conditions de travail dans lesquelles on nous plonge. Donc, quand dans l'accompagnement, on sent qu'il y a un niveau de maturité intéressant et que la structure est prête aussi à porter ça sur l'interne, on invite à avoir ces mêmes réflexions autour de l'accompagnement des stagiaires sur la manière dont un collaborateur pourrait bénéficier d'un cadre sécurisant parce que situation de handicap. Et on sait qu'en matière de handicap, le handicap, c'est tout au long de la vie, c'est pas quelque chose qui est inné, ou en tout cas dans une proportion beaucoup plus faible que sur le handicap qui est acquis. On est tous potentiellement à un moment donné concernés. Et au-delà du handicap, la question des besoins spécifiques, elle peut porter sur tout le monde. Et donc, voilà, on invite à ce qu'il y ait cette transversalité sur les questions d'accessibilité.
Et on est bien vraiment sur une démarche qualité au sens large, finalement. Oui, et qui peut être portée au-delà du référent handicap. Surtout au-delà du référent handicap. Très bien. On va peut-être passer maintenant à la rubrique questions. Donc, n'hésitez pas donc à saisir vos questions donc dans le chat. Peut-être retourner à la toute première question. Donc, de Youssef, avez-vous un document qui donne le process pour poser donc les bonnes questions et avoir un process clair pour ne rien oublier? Alors, je pense qu'il n'y a pas de process pré-calibré et préadaptable à toutes les entreprises. J'ai envie de dire à Youssef, inspirez-vous du webinaire, prenez les exemples des éléments de preuve qui ont été fournis par Anaïs, et en fonction des pratiques de votre entreprise, adaptez ces pratiques et ces éléments de preuve à votre situation. Il y a malheureusement pas de masque qu'on pourrait déployer sur toutes les structures. Par contre, si vous ne voulez pas oublier les questions liées au handicap, référez-vous aux référentiels, aux indicateurs que nous avons entre guillemets pointés du doigt, et ça vous permet déjà de vous orienter dans vos réflexions et puis dans vos pratiques et vos process à mettre en œuvre au sein de votre structure. Très bien. La question de Julien, donc je vois, Sébastien, tu as répondu, hein, vous allez avoir accès tout de suite après le webinaire par mail à la fois au replay et au support de présentation. En théorie, je pense même qu'il est déjà téléchargeable via il est déjà téléchargeable actuellement. ADPS, et vous devrez retrouver également la cartographie de la ressource handicap également mise en ligne, je crois. C'était l'image. Voilà, on avait une question de Cathy. Pour mener à des bilans de compétences, doit-on être un OF? Donc là, on vous a fait le rappel législatif, hein, que donc pour exercer l'activité de bilan de compétences, vous devez obtenir un numéro de déclaration d'activité de formation préalable pour pouvoir opérer en tant qu'organisme. Et puis ensuite, si l'activité de bilan de compétences nécessite un financement par des fonds publics et mutualisés, on revient à ce qu'on a dit en introduction, la certification Calliope est nécessaire. Tout à fait. Avez-vous d'autres questions par rapport à ce qui vous a été présenté? N'hésitez pas, hein, c'est le moment d'interroger Anaïs sur toutes vos questions. Alors, Christine nous indique que le bâtiment dans lequel elle se trouve n'est pas accessible au PMR. Le fait de proposer de travailler à distance ou chez la personne est-il suffisant pour répondre aux critères d'accessibilité? Peut-être Anaïs. Si tu veux, Anaïs, je peux faire une première réponse que tu pourras compléter ou corriger, mais la question de l'accessibilité, elle est bien antérieure à la certification Calliope. Sont concernés tous les établissements qui reçoivent du public. Et en théorie, la loi de 2005 pose une obligation d'accessibilité aussi pour les organismes de formation. Calliope, c'est une certification qualité, pardon, qui va venir en surcouche. C'est peut-être pas le plus joli terme, mais c'est le seul qui me vient. Quand le bâtiment du coup qui reçoit du public n'est pas accessible au PMR, bon, ben déjà potentiellement on a une non-conformité d'accessibilité qui est pas très recommandée. Mais si on vient à la place de la mise en accessibilité proposer du travail à distance, on est vraiment sur un volet de compensation individuelle qui va venir en recours et qui est a priori pas optimal. Mais peut-être Anaïs, je te laisse compléter. Oui, ça peut répondre temporairement à ce problème d'accessibilité pour répondre aux obligations PMR.
mais ça veut dire qu'il y aura quand même quelque chose à faire au niveau du bâti, à un moment donné. Tout à fait. Très bien. Une autre question de Guénois. Pour un CFA hors les murs, est-ce que les obligations donc, sont les mêmes au niveau de l'accessibilité, vu qu'il n'y a pas d'accueil du public sur site? On sera éventuellement sur l'accessibilité numérique. Je ne sais pas si c'est la réponse qui est attendue, mais en tout cas sur l'autodiagnostic, on pose la question justement de l'accessibilité numérique et pédagogique. On peut se demander si, en fonction des besoins que l'on recense, est-ce que la manière dont on déploie ces formations, ça peut répondre aux besoins. Si on est sur du distanciel, mais donc en précision, la précision est apportée sur que les formations sont déployées par des UFA. Ouais. Donc, là, on est sur ce que vous indiquiez tout à l'heure. Ça sera les obligations, après, elles porteront au niveau aussi des UFA. Et du coup, est-ce que le CFA hors les murs, il est en mesure d'attester que l'UFA permet le déploiement, l'accueil et le suivi dans de bonnes conditions? Très bien. Sinon, Youssef nous demandait s'il y a un lieu où on peut trouver donc tous les contacts nécessaires en fonction de la situation de handicap. Donc, plutôt par rapport à un site internet. Là, on va vous donner un certain nombre de ressources et notamment donc les liens où vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments. On va y venir tout de suite après. Et puis sur ce point, si vous voulez composer votre propre annuaire des structures et des intervenants, je vous enverrai un lien vers l'annuaire des lieux d'accueil du C2RP qui référencie par réseau l'ensemble des structures territoriales. Donc vous retrouverez les MDPH, Cap Emploi. Est-ce que je peux inviter Youssef à faire son petit marché, sa petite cuisine et à sélectionner en fonction de son implantation géographique les partenaires peut-être les plus proches et à constituer un annuaire qui peut mettre à la disposition des formateurs ou de sa structure et qui peut l'accompagner dans la meilleure intégration des bénéficiaires en situation de handicap. On va vous mettre le lien. Mais justement, on va peut-être, en attendant les prochaines questions, on va vous parler justement des ressources disponibles et notamment de l'ensemble des éléments où vous pourrez aller plus loin sur les questions. Donc, au niveau du C2RP, donc Sébastien, nous avons 2 dossiers. Oui, un dossier donc exclusivement dédié à Calliope. Vous allez retrouver l'ensemble du processus, les référentiels, les conditions pour obtenir la certification, ainsi qu'un ensemble de documents de référence, des foires aux questions, des guides de prise en main du référentiel. On a essayé d'être exhaustif, compréhensible pour tout le monde. Donc, on a vraiment essayé de le rendre la certification la plus simple d'accès. Vous retrouverez également 3-4 webinaires sur la certification et puis sur le déroulement des audits, si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet. Très bien. Et puis donc le deuxième c'est 2 dossiers, donc vraiment sur le handicap, où là aussi vous retrouverez un certain nombre d'éléments. Alors du côté plutôt de la RHF, je vais laisser Anaïs présenter les 2 ressources. Oui, ça fera le lien aussi avec donc la question de Youssef. Là, le premier lien, donc c'est le lien vers la plateforme qui porte l'autodiagnostic. On va notamment retrouver l'autodiagnostic.
donc le lien avec hdf.rhf-accessibilité. Le deuxième lien qui vous a été proposé, donc c'est le lien vers le site de la RHF Hauts-de-France, où vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'informations et de services en matière d'accompagnement de notre part en fonction du besoin que vous pouvez avoir. Et notamment, vous pouvez retrouver donc un formulaire pour venir étayer des situations individuelles sur lesquelles vous êtes en accompagnement et sur lesquelles vous pouvez être en difficulté. La ressource handicap formation, elle peut vous aider aussi à mieux comprendre les situations sur lesquelles vous êtes sollicité pour que derrière vous puissiez être autonome dessus. Très bien. Je vois Sébastien a eu la même idée que moi, donc on vous a mis également dans l'onglet questions le lien vers l'annuaire des lieux d'accueil et des coordonnées des différents acteurs par territoire. Est-ce que en notre ressource, vous avez d'autres éléments plus spécifiques? Bon, après, sur le site de la GFIP, je sais, Manoli, il y a également tout un certain nombre d'autres ressources. Est-ce que tu souhaites flécher certaines en particulier ou... Celles qui vont particulièrement, je pense, intéresser les organismes de formation qui sont avec nous sont aussi reprises sur le site de la RHF, mais effectivement, sur le site de la GFIP, vous avez ce qui s'appelle un centre de ressources sur lequel vous retrouvez énormément de documentation que vous pouvez trier pour orienter une recherche et un ciblage plutôt sur ce qui concerne la formation professionnelle qui peuvent aussi vous intéresser. Très bien. On a aussi éventuellement une fiche pratique que vous pouvez retrouver justement sur Calliope. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être également, on vous a fait une slide sur l'ensemble des contacts, à la fois donc au niveau de la GFIP et l'adresse de contact pour les professionnels. Celle de la ressource. Justement, sur la ressource handicap formation, l'adresse RHF-HDF3, c'est vraiment lorsque on va être sur l'accompagnement, sur la démarche progrès, pour avoir le point d'entrée unique. Et donc, si jamais vous avez des questions qui portent sur d'autres aspects que la démarche progrès, ça sera l'adresse rhf-hdf@agfip. Et on peut vous la mettre dans le chat. Merci Anaïs, je l'ai mise du coup dans le chat en même temps pour compléter tes propos à l'oral par l'écrit. Merci. On enlève le petit 3 en fait. C'est juste ça, voilà. Oui. Très bien. Et puis bon, de notre côté, donc on vous a mis l'adresse professionnalisation, donc pour toute question au niveau des ressources que nous mettons à votre disposition.